Bonjour et bienvenue sur notre podcast Radio See the Future qui vous raconte des histoires où les relations humains-océans prennent toute la place. Sailing Hirondelle, c'est une expédition d'1 an en Europe du Nord-Ouest pour témoigner des facettes locales d'une crise marine globale. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette aventure maritime et humaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sailinghirondelle.com. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Cédric Courson, l'un des membres fondateurs d'une association de sciences participatives en mer, Astrolabe Expédition. Cédric nous parlera de sa vision de la protection de l'océan, de l'intérêt des sciences participatives et des merveilles de l'océan. Passionné de voile et de sciences, il m'accueille à bord de son voilier sur le port de Brest. Les tempêtes d'hiver s'enchaînaient, et si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être même des drisses qui claquent et le chant des mouettes. Alors pourquoi et comment embarquer dans les sciences participatives en mer ? Écoutons. Moi, je suis Cédric Courson, président de l'association Astrolabe Expédition. J'ai un parcours scientifique technique et l'association Astrolabe Expédition, qu'on a montée il y a maintenant 6 ans, a pour but de faire des sciences participatives océaniques. Et moi, j'ai la chance de co-diriger ce projet. J'ai commencé par faire des études de physique classique, prépa, magistère de physique, pour faire de la recherche en astrophysique, mais j'ai vu le milieu de la recherche et je voulais faire quelque chose de plus appliqué, de plus ouvert et être plus dans le partage avec les gens. Et donc je me suis réorienté à mi-parcours vers la médiation scientifique. Et donc j'ai travaillé dans une association de médiation scientifique en astronomie où j'étais responsable d'un observatoire. J'ai appris à faire de la médiation scientifique plutôt. J'ai appris à faire de la pédagogie, j'ai appris à faire de la formation, j'ai appris à faire de la gestion de projet. Et suite à ce travail de 7 ans dans l'association et de multiples petits boulots d'enseignement, d'animation, de formation, je me suis lancé dans ma propre structure de sciences citoyennes. Et donc Astrolabe, vous organisez des expéditions de sciences participatives, et pas uniquement des expéditions, aussi des journées sciences et voile. Mmh. Et donc forcément, quand tu as créé l'association, ça a été avec un accent fort sur le milieu océan. Mmh. Et donc qu'est-ce qui t'a emmené vers l'océan ? La passion. Sur mon parcours, j'ai fait beaucoup de sciences et je suis passionné de sciences, mais j'ai toujours été passionné de voile et de mer. J'ai eu la chance de pouvoir construire des bateaux quand j'étais au collège et au lycée, dans des projets. On faisait ça après l'école, en fait. On avait un genre de club voile après l'école où on construisait des yachts de Ness, des petits bateaux, des barques de pêche vikings. Donc on était là avec nos morceaux de bois qu'on ponçait, qu'on taillait, qu'on sciait, et on a construit nos bateaux. Une fois qu'on les a construits, on pouvait les utiliser tous les étés comme on voulait avec. Donc j'ai pas mal navigué avec. Puis j'ai continué à naviguer pas mal sur d'autres bateaux. Et à un moment donné, je cherchais à trouver un métier ou quelque chose en tout cas qui combine ma passion pour la science, ma passion pour la voile. Du coup, l'océanographie est tombée bien au milieu. Donc voilà. C'était où ce collège ? C'était en Seine-et-Marne, en Okay. région parisienne. J'ai eu la chance d'avoir 2 profs qui étaient qui étaient passionnés de voile et qui se sont dit on va monter un club. Et en fait à l'époque c'était les Charpentiers Réunis qui proposaient un espèce de kit pour les lycées et collèges pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leurs bateaux. Donc ils fournissaient tout le bois nécessaire. En gros les bordées de la coque qui étaient prédécoupés et tout le reste c'était du bois brut qu'on découpait nous-mêmes et qu'on assemblait pour en faire le bateau. Comment est-ce que tu décrirais ton ou tes métiers actuels ? Métier de rêve. Tu peux faire les deux, ce que tu fais réellement et métier de rêve. Ah non mais c'est le cas. je considère que je fais le métier de mes rêves. Si je devais le décrire simplement, ce serait ça. J'ai la chance de faire un métier qui est dans les passions que je mène, donc ça déjà c'est plutôt énorme, et j'ai la chance aussi de faire un métier qui est très divers. Je fais aussi bien de la science que de la technique, que de la pédagogie, que de la gestion de projet, que de l'administratif, que de la direction de structure, que de travailler avec des personnes. Ça me permet de faire plein de choses différentes qui rend le métier passionnant parce que c'est impossible de s'ennuyer. Et ça fait des années que je travaille dans cette voie-là et j'ai l'impression de seulement commencer à le faire. J'imagine pas de pouvoir faire le tour de ce métier-là un jour. Est-ce que dans ce métier passion, enfin forcément, c'est ta passion qui t'a emmené à vouloir aller vers ce métier, on peut pas vraiment parler de métier, mais en tout cas ce domaine, et est-ce que travailler dans ce domaine a une influence sur ton rapport à l'océan et à l'environnement ? Ou est-ce que c'est une relation inverse ? C'est une bonne question. Clairement, ça a joué parce que le fait de développer des programmes de recherche en sciences océaniques
moi, je suis passionné de science, mais je suis pas scientifique et je suis spécialiste d'aucun domaine. Et du coup, le fait de coordonner des programmes de recherche sur des thématiques différentes m'a permis de voir l'océan d'une manière différente. Parce que chacun des programmes était l'occasion de l'aborder d'une manière différente, l'aborder sous l'aspect biologie marine, sous l'aspect l'océan global comme un être vivant, sur l'aspect physique de l'océan, sur plein de domaines. Les projets aussi qu'on rencontre, parce que il n'y a pas que le métier dans lequel on travaille, il y a aussi tous les acteurs qui sont à côté et qui font des projets très similaires et qui t'apportent une vision à la fois humaine aussi, c'est-à-dire comment les gens vivent l'océan, qui a pas mal changé ma vision des choses. Après, de base, moi j'ai toujours eu une vision l'océan étant la nature qu'il faut protéger, mais la manière dont les gens vivent et s'approprient l'océan, ça clairement mon métier m'a apporté une vision différente et je pense va continuer à le faire parce que il y a mon métier mais il y a aussi tous les autres gens qui tournent autour et qui apportent leur brique à cette vision. Tu peux donner des exemples de comment les gens vivent l'océan? Par exemple, on dit que l'océan est inhabité, qu'il y a personne dedans, et que du coup c'est un territoire qui est difficile à explorer. Mais par exemple, les plaisanciers, les marins, c'est des gens qui habitent l'océan. Les marins qui font le tour du monde, les 14 000 bateaux de plaisance qui naviguent en permanence en haute mer, eux ils habitent la mer. Et ils ont un rapport à la mer qui est leur milieu de vie, un milieu de vie qui maîtrisent pas. C'est pas comme une maison avec des briques qu'on peut assembler, on est encore plus soumis aux éléments, et du coup c'est des gens qui vivent qui subissent la mer mais avec plaisir parce que du coup ils vivent en adéquation avec la mer et c'est vraiment eux qui habitent la mer et qui l'habitent au quotidien. Après tu disais aussi que t'as toujours eu envie de protéger l'océan, t'as toujours vu l'océan comme un milieu qui devait être protégé. Est-ce que ta prise de conscience environnementale là-dessus viendrait, si tu pouvais identifier un endroit, est-ce que ça vient de la voile, la découverte des sciences? Clairement, la voile donne un aspect intuitif au fait que l'océan est quelque chose de beau, de magique et de fragile. Quand on est dans l'océan et qu'on voit des déchets, on est triste. Quand on voit des plages polluées, on est dégoûté, on est en colère. Mais pour moi, c'est clairement la science qui m'a amené à développer une vision et une compréhension globale de l'océan, de ce qu'il est, de sa fragilité, de son fonctionnement, qui m'a donné envie de continuer à le comprendre et de le protéger. Et cette manière, c'est la science en tant qu'outil de compréhension de l'environnement, en tant que langage pour décrire l'environnement, m'a permis de développer cette vision de protection de l'océan. Donc, si tu devais distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan, qu'est-ce que ce serait pour toi aujourd'hui? Il y en a trop pour le réduire à un enjeu principal. C'est très bateau, mais clairement le plastique, tous les organismes vivants océaniques sont impactés par le plastique, qu'ils soient micro, macro, voilà. Mais plus que le plastique lui-même, en fait, l'activité humaine, en fait, au sens global, a impacté l'océan et tous les écosystèmes océaniques. Et ça, comprendre comment l'activité humaine impacte sur l'océan, comment l'océan s'adapte et comment il faut interagir pour que l'humain et l'océan soient coopèrent ensemble, c'est le souci majeur, je pense. Donc en tant que à la fois quelqu'un de proche du milieu de la recherche et des sciences participatives surtout, comment tu sensibiliserais à cette question? Pour moi, la sensibilisation, elle passe par l'action et par l'implication. C'est-à-dire, il y a une phrase magique de Cousteau qu'on utilise tout le temps, c'est on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc il faut absolument connaître l'océan, et connaître l'océan, c'est pas dire aux gens il est pollué, il va mal, il y a du plastique dedans, ou bien sûr il faut le dire, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on essaie de faire. Il faut impliquer les gens, il faut les emmener en mer, il faut qu'ils fassent des mesures par eux-mêmes, il faut qu'ils se rendent compte et puissent agir aussi et surtout. Et ce qui est au cœur de notre activité dans l'association, c'est impliquer le citoyen pour qu'il devienne acteur de la construction de connaissances et donc de la préservation de l'environnement.
Et c'est ça notre mode de fonctionnement majeur, et moi c'est ça auquel je crois le plus, c'est que on va sensibiliser les gens par l'implication, par l'action. On peut tous faire quelque chose, et je parle pas juste de trier nos déchets, je parle vraiment de participer à la science, d'aller en mer, de faire des choses. On peut tous s'impliquer à plein d'échelles différentes, à terre comme en mer, à une vraie construction scientifique de la connaissance océanique, et c'est ça que j'ai envie de porter comme message. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est quoi les sciences participatives? Les sciences participatives, c'est quelque part la manière la plus historiquement la plus naturelle et qui s'est mise en place de faire de la science, c'est-à-dire la collaboration entre tout le monde en fait. La science participative, elle est définie comme des acteurs non professionnels qui participent à l'acquisition des connaissances scientifiques en collaboration avec des professionnels. Donc des chercheurs qui travaillent avec des citoyens pour acquérir des connaissances scientifiques. Et donc les sciences participatives, c'est un moyen pour les chercheurs d'ouvrir la science à tout le monde, et pour tout le monde de participer à une science qui est réelle. Et quelque part, la science participative ne devrait pas être quelque chose d'original ou ça devrait être la normalité. Ça l'a été pendant très longtemps. Avec le siècle des Lumières, la science est devenue quelque chose du domaine des spécialistes. Ils en ont fait une liste de gens à penser. Mais de tout temps, la science a été le territoire de tout le monde, en fait. On faisait de la science pour faire de l'agriculture, on faisait de la science pour gérer le temps, pour gérer les cités. Tout le monde pouvait participer. Le scientifique était un citoyen. La science participative, c'est vraiment quelque part la science pour tout le monde. Et toi, au quotidien, est-ce que tout ce travail que tu fais a influé sur ton comportement au quotidien, sur des gestes, des façons de voir, des façons de faire qui auraient évolué? C'est rigolo comme question parce que je me l'étais jamais posé, et en fait c'est clair que oui. C'est-à-dire que tout dans mon comportement, quand je vois un déchet sur une plage, ou quand je réfléchis à mon mode de consommation, ou à quoi acheter, ou aller, ou comment aller quelque part, tout est devenu naturellement se poser des questions sur notre responsabilité environnementale. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je pense que ça l'est devenu naturellement au fur et à mesure de mon travail, mais ça l'était pas forcément au début. Ouais, c'est une réponse qu'on a souvent, parce que c'est la grande question, responsabilité individuelle ou collective, et on sait qu'il y a une forte part de responsabilité collective, donc comment la mettre en œuvre s'il n'y a pas de responsabilité individuelle? Et tout à fait. Et surtout, si ceux qui participent à la prise de conscience des autres ne font pas, en fait. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais c'est souvent le cas aussi, parce que c'est compliqué, tu vis dedans. Bah oui. Et en même temps, parfois, mais c'est intéressant de voir que toi, ça te fait te poser plein de questions. Ça me fait poser plein de questions, mais ça me fait aussi beaucoup plus en débattre, en discuter avec les gens pour porter la question de la responsabilité environnementale comme sociétale à l'esprit de tout le monde, comme étant quelque chose qui doit venir comme un réflexe pour chaque chose qu'on a envie de faire. Bon. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la mer, un dernier message que tu voudrais peut-être... Celle-là, c'est la plus dure pour le moment. Il y a qu'une seule personne sur les 3 autres qui ont trouvé une anecdote sympathique. Une anecdote sympathique. Ou pas sympathique, hein, mais... Bah, je pense aux voyages qu'on a fait en expédition et qui m'ont amené à voir des choses assez belles, comme nager dans le plancton fluorescent en pleine nuit au mouillage, ou des choses ou des choses chouettes. Ouais. Mon rêve, c'est de voir des baleines ou des dauphins nager de nuit à côté du bateau dans du plancton fluorescent. Sous une aurore boréale. Quel beau rêve. C'est possible, ça, le plancton phosphorescent, il monte Ah oui, c'est possible. Même à Brest, ici, ça m'est déjà arrivé de pêcher du plancton en avril. Et il se trouve qu'en avril, il fait nuit tôt, et donc du coup, j'ai été pêcher après le boulot le soir, de nuit. Et en fait, on pêche le plancton de jour, on se rend pas compte que ce plancton, il est fluorescent. Et donc de nuit, je remonte mon filet, et je sors mon filet. Et puis quand je l'attrape, mon filet pour prendre le plancton et le récupérer, il se met à faire des éclairs bleus électriques. Et j'ai mis quelques secondes à tilter que c'était mais c'est du plancton fluorescent. Du coup, j'ai remis mon filet à l'eau,
Il s'est réimbibé de plancton fluorescent, et après 4 sessions de prélèvement, le filet il était bleu électrique fluorescent magnifique, et dès qu'on le secouait il mettait des éclairs de partout, c'était trop beau. C'est joli à observer le plancton fluorescent, c'est comme des étoiles. Une fois on était au mouillage en Malaisie, on arrive de nuit et on jette l'ancre, et puis on regarde les étoiles au-dessus de notre tête, et puis d'un seul coup on regarde devant nous et on voit qu'il y a des étoiles aussi. On se demandait si c'était un reflet du ciel ou pas, et en fait il y avait plusieurs parce que du coup le plancton fluorescent il s'illumine quand il est perturbé, et donc il y avait une couche d'eau de surface et une couche d'eau profonde, un courant profond qui circulait, et du coup à l'interface entre les deux ça faisait comme une perturbation, et il y avait le plancton qui s'illuminait, et donc on voyait une voie lactée d'étoiles juste en dessous de nous, puis ça n'a pas loupé, on a plongé, et quand on était sous l'eau avec du plancton fluorescent qui illuminait sur notre eau, c'était trop beau. Si ça ne vous donne pas envie d'aller en mer et de faire des prélèvements de plancton, je ne sais pas ce qui pourra. L'émergence des sciences participatives et citoyennes permettent à chacun de contribuer à la récolte des données scientifiques, d'aider la recherche à se développer, et permet de sensibiliser les citoyens au fonctionnement de l'océan. Prendre soi-même des mesures qui rendent compte des changements globaux en cours, c'est un outil puissant de sensibilisation. Merci de nous avoir écoutés pendant cet épisode de Radio See the Future, et à bientôt pour le prochain épisode sur sailinghirondelle.com.